Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été chaud, mais pas aussi chaud qu'ici quand même, il faut pas déconner. Moi je compte les jours bien sûr, vous me connaissez à force, enfin plutôt les semaines, enfin plutôt les mois, avant de pouvoir enfin reprofiter de la vie, tout simplement, et pouvoir sortir et rentrer chez moi sans être totalement trempé de sueur, même après 20 minutes de course, parce que oui c'est ce qui m'arrive parfois. Et en plus j'ai appris là qu'au mois d'octobre il allait faire encore très chaud. Alors je vous l'ai déjà dit, l'été dure de juin à octobre au Japon souvent, et en octobre bon ça commence à aller un peu mieux, mais il m'était déjà arrivé que début octobre d'être totalement en transpi de ouf à Tokyo. C'était pour des jours et le lendemain genre il faisait frais, j'étais avec un petit comment on appelle ça, une petite veste quoi, une petite surveste, un petit truc quoi, pas juste un t-shirt. Mais la veille, j'étais genre en mode t-shirt totalement transpi qui change de couleur. Et là, apparemment, la météo japonaise, alors bon, ils peuvent se tromper, c'est encore dans 2 mois, ont quand même annoncé que le mois de septembre et le mois d'octobre seraient très chauds. Voilà, donc il y a peu de chances qu'on s'en sorte, sachant que moi j'ai trouvé que cet été, oui, le point météo c'est important, je sais que vous y tenez. Ça a été mon rêve d'être Evelyne Leclerc. Non, c'était Evelyne Leclerc qui s'appelait la femme qui fait la météo à l'époque, je ne sais plus. Mais bref, voilà, c'est mon rêve d'être Miss Météo ou Mister Météo. Et du coup, non, c'est vrai que là cet été, moi j'ai trouvé qu'il faisait une chaleur que j'acceptais un chouïa plus, alors même si je suis resté beaucoup chez moi, donc c'est un peu facile de dire que oui, c'était plus agréable, parce que oui, j'étais plus souvent sous la clim. Mais quand je suis allé dehors pour aller voir des touristes ou des trucs comme ça, c'est vrai que j'ai un peu plus géré, on va dire, mon t-shirt changeait un peu moins de couleur. Bon, déjà maintenant j'ai les techniques, j'ai acheté des vêtements qui sont vraiment aérés, qui sont faits pour être respirants, qui sèchent très vite, blablabla, tous ces trucs-là. Donc ça aide aussi, clairement, je vois la différence quand je change de vêtements. Et puis aussi, je trouve que la chaleur est une chaleur qui tapait un peu plus et qui est un peu moins humide, même si là, je pense que l'humidité va revenir. Et du coup, moi, je n'aime pas l'humidité, et c'est vrai que quand on sort et qu'il y a le soleil qui tape, c'est vraiment un four. On est vraiment dans un four. Mais je préfère cette chaleur-là que la plupart des gens n'aiment pas trop. Moi, je la gère mieux. Donc j'avoue que là, les fois où je suis sorti, j'ai transpi, j'étais pas bien, etc. Mais c'était plus gérable que d'autres étés où je me souviens qui étaient très humides et là où j'avais vraiment du mal, parce que moi, dès qu'il y a de l'humidité, c'est tout mon corps qui est rempli de sueur au bout de 3 secondes, quoi. Donc là, j'avoue, c'était un peu plus agréable pour moi cet été, même si, bon, malheureusement, il n'est pas encore fini et que j'aimerais bien. J'avoue, je commence à trouver un peu le temps long, là, de pas aller faire mes petites balades tous les jours au café, d'aller me faire mes petites balades le dimanche, parce que oui, là, je limite vraiment mes sorties. Mais bon, on va pas faire non plus un épisode sur la transpi, quoique, on pourrait. Mais non, on va pas faire ça. On va pas faire non plus de 36-15 ma vie cette semaine, car on va faire un épisode spécial bilan, et c'est un peu le dernier de la trilogie. Alors après l'épisode 1, on était en mode, c'était la découverte du Japon, les voyages, etc., comment venir s'installer ici. Après l'épisode 2, qui a été ma première expérience de vie au Japon, et puis voilà, le fait ensuite des aventures, les faits divers que j'ai eu avec ça. Voici l'épisode 3 qui est le retour du jeudi, enfin plutôt le retour de Nicolas au Japon. Car oui, je vous avais laissé dans l'épisode 2 avec mon mode nomade et cette solution qui s'était un peu offerte à moi de faire un portage salarial et me faire moi-même en quelque sorte mon visa pour le Japon. Alors, non, déjà, on me pose souvent la question, je préfère leur dire au passage, mais on me demande souvent, mais comment tu fais pour le portage salarial ? Moi aussi, je veux un visa pour le Japon, je veux venir. Je comprends que vous êtes excité, que vous avez envie de venir, mais je vous rappelle déjà que c'est vraiment pas fait pour tout le monde, ce visa, c'est à cause de votre employeur, de vos revenus, il y a plein de trucs qui vont être pris en compte, et c'est une situation qui est vraiment très spécifique pour pouvoir faire visa. Certains vont pouvoir le faire, mais c'est quand même vraiment très très limité. Et puis si vous voulez des infos, je vais pas en reparler à chaque fois, vous refaire encore un monologue de 40 minutes. Il y a plein d'épisodes dans le Road to Japan, entre autres. Puis après, le Road to Japan, quand je suis revenu, qui parle de tout ça. Donc oui, c'est chiant, mais il va falloir un peu se retaper les anciens épisodes et chercher si vous avez si vous voulez toutes les précisions sur comment ça fonctionne, le portage salarial, quelles sont les problématiques qui sont liées, etc. pour se faire un visa comme ça au Japon. Encore une fois, je le précise, c'est pas, on se fait un visa, faut trouver un employé, ça y est, c'est facile et c'est tranquille, quoi. C'est très compliqué, pas très compliqué, c'est pas super compliqué, mais c'est vraiment des cas spécifiques. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de rentrer dans cette case-là pour pouvoir faire ça, mais les 3 quarts des gens ne peuvent pas faire ce visa. Ça marchera pas, ça fonctionnera pas. Enfin, ce visa, c'est pas un visa, le visa, c'est un visa travail. Mais faire un visa travail par le portage salarial, il faut des conditions vraiment très très spécifiques. J'en ai déjà parlé, voilà. Donc,
peut-être que ça peut matcher pour vous. Vous écoutez les podcasts, si vraiment vous voulez une info super précise, vous pouvez m'envoyer un petit message. Mais bon, me demandez pas de refaire la totale en disant ouais, ça marche comment? Parce que on me demande souvent. J'ai envie de te dire, écoute le podcast, hein, il y a un podcast qui est fait pour ça, donc j'en ai parlé, donc il y a toutes les infos dedans. Et si après derrière tu as une petite question que t'as pas compris, avec plaisir, j'y répondrai. Mais allez, on se retrouve donc pour cet épisode 3, enfin ce bilan, ce troisième bilan. Et donc on était en mai, où j'avais quitté Budapest pour Paris. Du coup j'ai re-squatté chez mon pote, hein, qui m'avait déjà hébergé après le Covid. Merci à lui, hein, il m'a beaucoup aidé. Et puis là j'étais là pour faire les dernières démarches. Parce que oui, encore une fois, je dois chercher un appartement à distance. J'hésite grandement à ce moment-là entre Osaka et Kyoto. Parce que je trouve rien de foufou niveau appartement côté Kyoto. Alors que sur Osaka, les prix sont plus corrects en règle générale. C'est moins cher de se loger à Osaka que de se loger sur Kyoto, de ce que j'ai vu. Et puis en plus, je tombe sur un petit loft qui est bien sympa, assez central, qui me fait de l'œil dans Osaka. Mais bon, Osaka, vous le savez, hein, c'est pas ma vibe pour y vivre, clairement. Donc j'hésite, je me pose des milliards de questions, mais assez rapidement, parce que j'ai pas trop le temps non plus. Puis je tombe à la dernière minute sur un appartement qui a l'air pas si mal sur Kyoto, un peu plus cher que le budget que j'avais prévu, mais ça passe en faisant mes calculs. Et puis il est vraiment super central dans Kyoto, il est à 30 secondes un pied d'un de mes coffee shops préférés que j'avais squatté beaucoup en 2019-2020, bref, un petit peu la petite perle rare. Et donc je tente, et puis voilà, ça tombe bien, ça fonctionne. Vous le savez peut-être pas aussi, mais j'avais hésité longuement à aller vivre à Tokyo quand je suis revenu, donc pour ce retour au Japon. J'hésitais, j'avais quand même cette envie d'aller vivre à Tokyo, etc. Mais j'avais peur que ce qui est un peu une peur un peu vraie et fausse, hein, j'avais peur que les loyers soient un peu chers. Vous pouvez vivre à Tokyo avec des loyers qui seront moins chers, hein, peut-être même moins chers que ce que je paye là maintenant à Kyoto pour la même surface, mais vous ne serez pas dans le Tokyo central, vous ne serez pas dans un Tokyo hipster. Vous allez être dans un Tokyo banlieue qui sera un peu loin, ou alors vous allez peut-être être dans un peu loin, par exemple Yokohama c'est pas loin, mais vous allez peut-être vous retrouver à Yokohama. Yokohama c'est une ville qui peut être très sympa pour y habiter, ça va dépendre de vous, mais moi j'avoue que les quartiers que j'avais ciblés et que j'aime bien, faut qu'il y ait des coffee shops, de la vie, machin et tout, les quartiers que j'avais regardés c'était quand même pas donné. Alors bien sûr si vous regardez en plein milieu de Shibuya, enfin les quartiers touristiques, bon là vous oubliez, hein, je pense que pour trouver un prix correct ça va être compliqué. Et vous le savez, en venant au portage justement, mon budget était quand même limité, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais. Si j'avais pas été en portage, j'aurais peut-être pu taper un petit peu plus haut dans le loyer, mais bon, j'aurais eu quand même, je pense, en étant dans un quartier que j'aime bien, j'aurais été quand même plus cher que ce que j'ai maintenant. Et puis là, j'avais quand même envie, j'en avais marre d'être un peu, de vivre, déjà j'étais nomade, hein, vous le savez, donc c'était compliqué, je voulais avoir un chez moi un peu confortable, et j'avais pas envie de revivre comme dans Paris, où j'avais un 25 mètres carrés ou un 30 mètres carrés, revivre comme un étudiant. Je pourrais, mais là j'avais cette option de venir à Kyoto, d'être dans une ville qui était correcte et tout, etc. Et puis il faut le savoir aussi, il y avait un petit truc qui penchait dans la balance, qui n'était pas si petit que ça, mais un petit truc, c'est que je parlais déjà avec ma future femme, et que ma future femme qui habitait Wakayama, du coup si j'étais allé à Tokyo, clairement je l'aurais pas rencontrée. Je serais pas allé à Wakayama pour la voir, ou alors même si je l'avais fait une fois, bon, j'aurais pas fait plein d'allers-retours, etc. Ça aurait été le truc chiant. Là, c'était plus facile de faire Wakayama-Kyoto. Ça a joué, ça a pesé dans la balance, effectivement. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé à Kyoto. Et on va faire quand même un petit 36-15 ma vie justement là-dessus, parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais en parlant de Tokyo, Kyoto, de ma femme, eh bien, sachez que, comme je vous l'avais déjà dit, moi, j'aimerais bouger, peut-être de Kyoto, je sais pas. Je suis franchement totalement perdu actuellement pour savoir où je vais habiter dans quelques années. Au Japon, ça c'est sûr, enfin c'est sûr. Si j'ai pas de problème, ça sera le Japon, mais j'aimerais peut-être bouger. Voilà. L'appartement où je suis, c'est sûr que j'aimerais bouger parce qu'il commence à être un peu petit, puis il est très central dans Kyoto, donc je suis quand même assez marqué par les touristes. C'est-à-dire que je suis pas dans une zone touristique, mais il y a quand même beaucoup d'étrangers et tout, etc. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais être dans un coin un peu plus local, voilà, avoir un peu plus un rythme de vie plus local et moins voir des touristes, même si encore une fois, c'est pas grave, hein, je suis pas en train de dire les touristes c'est mal et tout, mais c'est juste que moi, dans ma vie de tous les jours, encore une fois, hein, vous préférez vivre plutôt que vivre en plein milieu. Si je vous dis vous pouvez vivre dans un quartier sympa, un peu tranquille et tout, ou vivre dans le Shibuya Crossing, je pense que vous allez prendre même là je parle même pas de tourisme, mais que vous êtes entouré de millions de personnes, vous allez préférer peut-être habiter dans un endroit qui bouge mais qui est un peu plus calme. Bon là c'est pareil, voilà, là il y a un peu trop de touristes pour moi. Où j'habite, ça reste correct, j'aime beaucoup mon appartement, on est bien placé et tout, donc c'est vrai que ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que ma femme, elle voulait pas trop bouger au départ. Puis après, quand je lui en avais parlé de bouger, parce qu'on était à la Kanazawa, j'avais bien aimé Kanazawa, etc. Puis elle aussi, hein. Donc je m'étais dit, pourquoi pas, c'est vrai qu'aller à Kanazawa, bon, il y a du tourisme aussi, hein, donc ça me fait un peu peur pour ça, mais je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, ça changerait et autres. Puis elle m'avait fait signifier qu'elle préférait rester dans le Kansai pour être proche de sa famille, etc. Même si encore une fois, sa famille, on la voit pas finalement si souvent que ça, on y va 1 ou 2 fois par an.
et que si on était, je sais pas où, à Tokyo, à Fukuoka ou autre, on pourrait très bien prendre un avion 1 ou 2 fois par an, puis y aller, ça changerait pas grand chose, ça serait un peu plus coûteux, mais ça changerait pas grand chose finalement. Et du coup, donc voilà, on discutait de temps en temps comme ça. Puis moi, je lui disais, elle me posait régulièrement, elle me disait, ah, mais toi, t'aimes bien Tokyo, tu voudrais vivre à Tokyo. À chaque fois, je disais, bah oui, oui, j'aime bien. Mais après, en même temps, voilà, Tokyo, ça reste quand même cher. Même si vous trouvez un appartement qui va être peut-être dans un prix correct, bah il y a des transports. Vous allez prendre plus souvent les transports parce que la ville est grande. Donc forcément, bah ça coûte cher, hein, ça fait des budgets en supplémentaire. C'est faisable, mais voilà, si par exemple je me dis viens on bouge à Wakayama ou viens on bouge à Tokyo, clairement on n'aura pas la même surface. Je veux dire, pour le même prix, on n'aura sûrement pas la même surface. Donc du coup, je me pose pas mal de questions. J'avoue, je sais pas trop. Rester dans le Kansai, Kobe, rester à Kyoto, mais dans un quartier un peu moins touristique, être dans une ville entre Kyoto et Osaka. J'avais visité pas mal le nord d'Osaka aussi. Comme je l'avais dit, j'avais vu 2 3 villes qui étaient sympas, mais qui manquaient un peu de coffee shop. Bon, Osaka, non, j'ai pas trouvé de coup de cœur malheureusement. Peut-être aller à Wakayama si elle veut qu'on soit proche de sa famille, par exemple. Pourquoi pas, même si vous savez, moi je suis très citadin, donc j'ai un peu peur qu'à Wakayama, je m'embête un peu, mais bon, à Wakayama, je ferais beaucoup d'économies, j'aurais un grand appartement, voilà, ça serait un peu plus gérable. Bref, plein de questions. Fukuoka, Sapporo, j'aurais pas chaud l'été, bon, après Sapporo, c'est un peu loin, je pense, puis je connais pas, donc autant la ville me plairait pas. Et bien sûr, Tokyo. Mais Tokyo, il y a toujours ce côté, effectivement, que ça risque d'être un peu cher et que du coup, mon budget est quand même un peu ric-rac. Bon, je peux quand même me faire plaisir, mais voilà, il faut penser à l'avenir et tout. Et du coup, Tokyo, c'est sûr que normalement, on fait plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire, quand on est jeune, on va à Tokyo, puis une fois qu'on a une famille ou qu'on veut un peu mettre de côté ou qu'on va acheter une maison, on va le faire voilà, en dehors de Tokyo plutôt que d'être dans Tokyo. Après, Tokyo, je compte Tokyo en large, hein. Ça peut être aussi les banlieues, une ville de banlieue, etc. Mais il faut trouver la bonne, là où tu te sens bien, là où qui soit assez coffee shopé, qui ait assez de vie, et puis qui soit pas trop loin non plus, qu'on puisse y aller en 20-30 minutes à Shinjuku, à Shibuya. Voilà, c'est le genre de truc qui est quand même agréable, même si moi je sors pas spécialement à Shibuya, mais qui vous permet de bouger dans Tokyo facilement en fait, puis d'aller d'un coin à l'autre, d'aller découvrir des nouveaux quartiers. Bref, souvent on en parlait, puis elle était pas trop, vous préférez rester dans le Kansai, voire rester à Kyoto, elle aimait bien Kyoto pendant un moment, puis là j'avoue je pense que le tourisme la saoule un petit peu, puis en fait on regarde souvent des émissions sur Tokyo à la télé, qui sont des émissions qui vont montrer les différents quartiers, puis c'est vrai qu'elle commence à habiter à Tokyo hein, pendant un temps, et c'est vrai que ça commence à lui manquer un peu. À Tokyo, elle est un peu nostalgique de Tokyo et de certains quartiers. Et donc là maintenant c'est elle qui me dit qu'elle veut vivre à Tokyo, qu'elle aimerait bien qu'on aille vivre à Tokyo. Donc peut-être qu'elle changera d'avis d'ici là, parce que là on vient de renouveler le bail, vous le savez, il y a quelques temps. Donc il y a des grandes chances que je reste à Kyoto. Enfin, il y a des grandes chances, c'est sûr que je reste à Kyoto pendant au moins un an et demi, on va dire. Parce que j'ai changé au mois de mai, donc on va essayer d'aller jusqu'à la fin du bail, parce que c'est quand même pas mal de frais au Japon de renouveler le bail, donc autant ne pas avoir payé pour rien. Et du coup, peut-être qu'effectivement, ça c'est quasiment sûr, je pense, à moins, encore une fois, que la vie change des trucs, mais je pense que c'est quasiment acté que dans un an et demi, on bouge, on changera d'appartement. Après, où, j'en ai encore aucune idée. Mais ça fera des épisodes de podcast, puis je pense que je vous parlerai de dire, ah, je suis allé à tel endroit, j'ai fait tel truc, j'ai fait machin, je pense à telle chose, mais bon, il y a ci, il y a ça. Je vous ferai participer à mes réflexions sur où aller vivre pour le futur. Donc peut-être que je me retrouverai à Tokyo d'ici quelques temps, ou peut-être qu'on va se retrouver à Wakayama, ou à Kobe, ou qu'on restera à Kyoto, mais juste à 100 mètres dans un appartement plus grand. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, c'était le petit aparté de 36-15 Bali. Mais vu qu'on parlait de Tokyo, de Kyoto et de ma femme, et de Wakayama, c'était le bon moment de faire ce petit aparté. Mais allez, on revient à l'épisode. Et donc, on est dans les recherches d'appartements, etc. Et là, bien sûr, j'ai fait plein de démarches. De petits moments un peu stressants pour s'organiser entre l'attente des papiers, hein, le fait de devoir aller à l'ambassade, gérer l'arrivée, car oui, à l'époque, il y avait encore le Covid. Hein. C'était un peu chiant au Japon quand on arrivait. Il y avait des spécificités, des choses à régler qui n'étaient pas comme d'habitude. Rappelez-vous, hein, je débarque fin mai 2022. Le Japon, à part quelques influenceurs qui trichent et qui disent qu'ils viennent pour le boulot, mais qui se tapent des vacances tranquilles, ça j'en ai vu. Hein. Il n'y avait vraiment pas de touristes hein, qui pouvaient venir au Japon, puis très peu de gens commençaient à venir, même avec leur visa travail. J'ai failli avoir un problème même à cause des jours fériés en France, avant mon départ, pour avoir mon certificat, parce qu'il fallait un certificat moins de 24 heures avant mon départ pour dire que j'avais pas de Covid. Donc du coup, voilà, tout se goupille finalement, et me revoilà à nouveau à l'aéroport pour le Japon. Alors cette fois, pas de pote qui m'accompagne, je pars avec mes 2 valises, j'envoie 3 gros cartons de 20 kilos par la mer, et zou. Je repars content d'avoir réussi finalement à revenir aussi vite, parce que moi à la part je pensais en 2020 devoir attendre vraiment minimum 5 ans, ça c'était dans le meilleur des cas, mais sûrement 10 ans, etc., avant de pouvoir retenter l'installation au Japon, parce que pour moi le seul truc que je voyais là pour revenir, c'était soit se mettre à fond dans le japonais, trouver un visa de travail, mais bon avec le travail à côté, puis connaissant mes capacités en langue, j'y croyais pas des masses, soit effectivement monter une société. Pour monter une société, il fallait économiser au moins 40 000 euros, plus
un peu plus parce que les 40 000 c'est pour la boîte. Après, il vous faut au moins, je dirais, une année tranquille, donc on va dire 20-30 000 balles de côté. Donc c'était ça, économiser dans les 60-70 000 euros pour pouvoir repartir. Et là, j'étais là, bon, bah avant de pouvoir, je repartais de zéro sur mon compte, donc économiser 70 000 euros, ça allait me prendre un peu de temps. Puis du coup, il fallait quand même que je me réinstalle parce que ça allait me prendre du temps. Donc en France, bah forcément, ça allait me prendre du temps, blablabla. Donc moi, j'étais vraiment en mode, de toute façon, le Japon, clairement, ça va pas être pour tout de suite. Puis après, il y avait quand même peut-être le fait de venir en mode Covid. Mais en mode nomade, pardon. Mais justement, avec le Covid, bah, il y avait les frontières qui étaient fermées, donc on pouvait pas revenir tout de suite et tout. Et puis bon, bah là, c'était en mode nomade, c'était sympa, mais c'était pas vraiment le projet de revenir s'installer au Japon définitivement, quoi. Donc voilà, j'étais vraiment content finalement à l'aéroport en me disant bon bah j'ai réussi à un truc qui était quand même mal parti au départ. Je me souviens même d'avoir des amis au Japon qui m'ont dit ah bah on s'attendait pas honnêtement à que tu reviennes aussi vite. On pensait pas te revoir avant quand même longtemps, mais pas en mode méchant, mais en mode bon bah vu mon projet et tout, ils se disaient que voilà, ou peut-être que j'allais jamais revenir, voilà, que ça allait pas marcher quoi. Et donc, bah voilà, bien sûr, encore une fois, hein, ça reste bancal. Je viens ici, j'ai un visa travail, hein, mais je travaille en remote pour le Canada de nuit, je parle pas japonais, ça me coûte beaucoup tous les mois, le portage salarial. Je vais avoir un budget qui va être serré, mais malgré ça, je rentre au Japon. Donc, bon, après, je suis pas trop mauvais dans mes calculs aussi, donc je me dis que voilà, ça va être compliqué, ça va pas être un long fleuve tranquille, que tout peut s'effondrer du jour au lendemain, mais que bon, pour l'instant ça passe, donc stressons pas trop, allons-y. Mais bon, je dis stressons pas trop. À vrai dire, je me souviens que un mois avant mon départ, ou deux, je sais plus, j'étais encore à Budapest. Je me souviens d'être à l'aéroport. Je sais plus si je rentrais en France avant de partir ou si c'était pendant un épisode où je devais rentrer, genre parce que je sais que j'avais dû rentrer pour faire le troisième vaccin de Covid. Sinon, j'étais bloqué, c'était relou. Bref, ça avait été chiant. Le Covid avait été vraiment chiant pour ça en nomade. Et donc je me souviens plus exactement, mais je me souviens que j'étais à Budapest dans l'aéroport, et je me souviens que ma boîte allait pas fort dans ces problèmes-là. Alors ma boîte, je suis pas patron de la boîte, hein, mais la boîte pour laquelle je travaille, mais je dis ma boîte, c'est plus simple, et qu'il y avait des problèmes depuis quelques mois avec le SEO pour ceux qui connaissent. Les revenus étaient un peu en baisse, je me disais bon bah autant je vais partir et puis bah cet été ça va capoter, et puis ils vont me dire bon bah là ça marche pas, on est obligé de se séparer de toi, puis étant freelance je suis le premier avec qui on peut se séparer, hein, je suis le maillon le plus simple à virer. Et mais je me suis dit autant en septembre je vais perdre mon job, et puis bah là retour à la case départ en ayant dépensé plein de thunes pour aménager mon appartement, payer mon visa, etc. Bref, retour à la situation de 2020 où j'aurais dépensé, alors, j'aurais eu quand même un peu d'argent de côté, mais je veux dire plus qu'en 2020, mais je serais retour à la case départ avec à devoir rechercher un travail, le Japon c'est plus possible, je suis obligé de rentrer, j'ai fait tout ça pour rien. Et bref, j'étais un peu en mode bon, c'est chaud, quand même c'est chaud, parce que si ça se passe mal, voilà. Mais bon, parfois il faut prendre des risques, et je m'étais dit bon bah de toute façon on va voir, on verra bien, pour l'instant c'est pas acté, c'est juste que ça va pas très bien en ce moment, mais peut-être ça va reprendre d'ici quelques temps. Et effectivement ça a été le cas, hein, ça a repris par la suite, et finalement il y a rien eu de compliqué, hein, je travaille toujours pour cette boîte et tout va bien. Et donc bah voilà, c'est un nouveau cycle qui commence, bien entendu il y a moins de découvertes hein, cette fois-ci que le premier grand départ. Ce grand départ, bah, je l'avais déjà fait il y a 4 ans, hein, toute la partie administrative, je l'avais fait aussi. Même si là, elle va être chiante, ça sera un peu moins une découverte. Et puis j'ai une amie française sur Kyoto qui va m'aider, puis qui m'a aidé, hein, qui parle japonais, ça va aller plus vite. Je la remercie au passage, hein, mon retour a été vraiment beaucoup plus smooth. Elle est venue avec moi pour ouvrir ma connexion internet, pour faire mon My Number. Je crois même qu'elle était avec moi à la mairie, mais je suis pas sûr quand truc. Mais bon, elle m'avait suivi pour pas mal de trucs, elle avait été vraiment sympa. Et du coup, bah forcément, vu qu'elle parle japonais, ça m'évitait d'essayer de se faire comprendre, même si on se débrouille. Hein, je l'ai fait la première fois et ça marche, mais c'est plus smooth, voilà. Plutôt d'avoir le truc où tu cherches, où tu comprends pas, ça va te prendre 1 heure ou 30 minutes. Là, en 5 minutes, c'est torché. Donc c'est vrai que ça aide quand même pas mal. Bref, il y a une grosse batterie des trucs administratifs que j'ai pu la faire avec elle, et du coup ça allait très vite. J'ai même pu utiliser son numéro de téléphone pour ma livraison Ikea, donc parce qu'il faut un numéro de téléphone à mettre sur le site d'Ikea. Donc bah voilà, j'avais pas de stress à dire ah tiens faut que je fasse ça vite, faut que je fasse ce truc là, non, parce qu'elle était là et puis dès qu'il y avait un truc, je pouvais compter sur elle. Bref, c'était beaucoup plus smooth que la première fois mon retour. Par contre cette fois-ci, j'ai pas eu à courir, voilà, à comparer à 2018. Hein. Parce que j'ai eu un peu plus à courir, je veux dire, c'est que j'ai pas eu à courir pour les trucs administratifs, mais j'ai eu un peu plus à courir qu'en 2018, parce qu'en 2018, en fait je rentrais, j'avais justement un côté un peu, il y avait beaucoup de choses à faire, mais j'avais eu 2 semaines de vacances avant de commencer les cours. Donc du coup, j'avais eu le temps pendant 2 semaines, alors pendant 2 semaines j'avais pas profité de fou, mais j'avais eu le temps de faire chaque petit truc. Alors que là, quand je suis arrivé un samedi je crois, et le lundi, je continuais mon travail, donc je devais travailler en remote, et j'avais pas les clés de mon appartement non plus, je les avais que dans 2 semaines. Du coup, c'est vrai que ça a été un peu plus
J'ai eu le temps de préparer mon appartement, mais c'était des conditions un peu différentes où j'étais vraiment. J'ai pas eu le temps de dire ah bah ça y est, je suis au Japon, vas-y profite et tout. Le week-end est passé très vite, hein. Je suis arrivé le samedi après-midi, j'ai eu le dimanche pour faire une micro-balade et pour profiter. Puis après le lundi, bah ça y est, c'était heureux, il faut travailler. Puis bah voilà, l'après-midi, moi je travaille de nuit, donc je me lève tard le matin, machin. Enfin, c'est passé très vite, j'ai pas eu ce côté genre ah bah tiens, on va se balader à Arashiyama, bah tiens, on va profiter, on va se faire des cafés tranquilles et tout, etc. J'ai pu me faire quelques cafés, mais c'était plus intense dans t'arrives, tac, on n'est pas genre en mode ça y est, c'est la découverte, on profite un petit peu. Même si je vous l'avais dit, hein, dans l'épisode 2, c'était très simple, puis j'ai pas vraiment profité non plus, parce que finalement, j'ai fait 15 000 allers-retours au Yodobashi pour acheter des meubles, pour regarder, pour checker comment ça marchait tel ou tel truc. Mais bon, puis là, j'avais pas aussi mon appartement. Mais bref. Mais j'avais du coup aussi 2 semaines tranquilles avant le début des cours là, et là du coup je l'avais pas, mais j'ai eu 2 semaines où j'avais pas spécialement à courir pour l'administration plus mon appartement. C'est-à-dire que mon appartement ça a été plus mou, j'ai eu un peu plus le temps de gérer ça et d'acheter des meubles et autres, j'ai pu gérer plus tranquille. Donc il y a eu un côté un peu plus rentre dedans direct, mais en même temps j'avais moins de trucs à faire dans une période courte. Et en parlant de l'appartement justement, puis des clés que j'avais pas eu tout de suite, donc je suis resté à l'hôtel pendant pas tout à fait 2 semaines, mais presque je crois. Mais je me souviens d'une anecdote où il me restait encore, j'avais récupéré les clés, et il me restait encore une nuit d'hôtel ou deux peut-être à faire. Et donc l'après-midi, j'avais récupéré donc les clés, je pense la veille, et le lendemain, ou non peut-être pas la veille, je sais plus, enfin bref on s'en fout, mais j'avais récupéré genre le lendemain ou le jour même mes meubles à Ikea qui s'étaient fait livrer, parce que du coup j'avais bien goupillé, j'avais bien les dates et tout, donc j'avais goupillé pour que tout s'embranche bien, puis j'avais eu le temps de commander et compagnie avec ces 10 jours qui étaient passés. Et donc j'avais monté, je me rappelle c'était un vendredi, hein, j'avais monté mes meubles tranquillement le vendredi pendant la journée. Bon bien sûr j'avais plein de cartons et tout, donc j'avais pas tout monté, hein. J'avais monté mon lit, quelques meubles, etc. Puis enlevé 2-3 trucs, puis vidé un peu certains cartons. Mais il restait encore plein de trucs, c'était un peu le bordel pour entrer dans mon appart, mais mon lit était fait. Et donc du coup j'étais retourné le vendredi soir à l'hôtel pour bosser, parce qu'il fallait que je travaille le soir, donc jusqu'à 3h du matin. Et vu que j'avais eu le temps de monter mon lit, j'étais reparti de l'hôtel en pleine nuit pour mon appartement, qui devait être à 20 minutes à peu près. Donc j'avais marché dans les rues de Kyoto pour aller dormir pour la première fois, me coucher la première fois dans mon chez-moi. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu un chez-moi aussi, n'oubliez pas, hein, parce que j'avais été nomade pendant longtemps. Donc j'étais au milieu des cartons, des meubles pas finis, mais j'étais content, voilà, à dormir dans mon lit, à dormir dans mon chez-moi. J'aurais pu dormir dans l'hôtel, hein, parce que j'avais mon hôtel et tout, mais là c'était un peu ça y est, j'ai chez moi, maintenant on dort chez soi. Puis j'avoue, l'hôtel, j'en avais un peu marre au bout de 10 jours là, j'étais content de ça y est, ma vie au Japon va être à peu près normale et va commencer. Puis c'était une période assez marrante de travailler à l'hôtel, parce que j'avais une toute petite chambre, vraiment petite, hein, qui était vraiment pas, était normale, mais c'était pas foufou quoi. Je crois qu'il y avait même pas de fenêtre, un truc comme ça. Mais il y avait un sous-sol qui était ouvert et super confortable pour bosser, qui était très très grand, qui faisait bar et puis il y avait un gros bar et tout, mais là il y avait, à cause du Covid, je pense qu'il y avait pas full, et puis ils l'ont jamais vraiment ouvert en mode bar à faire des parties ou je sais pas quoi. Puis il y avait pas non plus full en termes de gens qui venaient c'était surtout des Japonais, il y avait quelques touristes, quelques gens un peu spéciaux qui étaient là pour le travail, mais la plupart c'était des Japonais, et donc il n'y avait pas une foule de ouf dans cet hôtel. Je pense que maintenant, si je repassais devant, je suis sûr que le soir, le coin, bar et tout doit être rempli. Mais là j'avoue, j'étais tranquille et je squattais du coup de 20h jusqu'à 4h du matin les lieux pour taffer en faisant mes meetings, etc. sur place. Je dérangeais personne, parce qu'il y avait la nuit, il y avait personne quoi. À minuit j'étais tout seul à parler, à faire les 100 pas à l'intérieur, et puis c'était, encore une fois, c'était un espace qui était grand, mais il y avait vraiment personne, j'étais tout seul quoi. Mais c'est vraiment un très bon, puis aussi mauvais souvenir. Un mauvais, car je bossais dans un hôtel comme ça entre deux, c'était quand même un peu chiant, c'est pas ce qu'il y a de toujours pratique. Faire ça 1 ou 2 nuits ça va, mais pendant 2 semaines c'est un peu, voilà, pour les meetings et tout, c'est quand même un peu chiant. Surtout qu'il y avait une playlist, surtout en boucle, qui devait durer 30 minutes. Et donc pendant plus de 8 heures, pendant 2 semaines, je me suis tapé la même playlist. Je devenais fou, hein. Alors au début c'était une musique classique, donc du coup c'était genre une des reprises de musique classique. C'était vraiment pas ouf. Et après j'ai eu le droit à une playlist un peu plus pop. Donc il y avait des musiques que je trouvais assez insupportables dedans. Il y avait des musiques du coup qui sont devenues des musiques que j'aimais bien, parce que quand vous entendez en boucle 15 fois par jour la même chanson pendant 2 semaines, c'est sûr que au bout d'un moment vous commencez à siffloter. Mais il y en a d'autres par contre qui me faisaient sortir de moi, donc j'étais très content d'arrêter de travailler en musique là, dès que ça s'est fini. Mais en même temps, il y avait un truc qui était cool, c'est que je pouvais voir la vie des gens la nuit. Car il m'arrivait de croiser de temps en temps quand même des gens qui étaient dans l'hôtel, qui à 3h du matin venait faire un truc, il venait manger, tu te dis qu'est-ce que tu viens foutre à 3h du matin, faire ta collation. Mais bon, c'était rigolo et surprenant pour le coup, il y avait vraiment des trucs super étranges. Moi vous savez, j'aime observer les gens, et c'est pour ça que j'aime faire de la photo entre autres, hein.
Et du coup, pour moi, c'était vraiment un laboratoire très rigolo, cette vie nocturne d'un hôtel dans les rues de Kyoto la nuit jusqu'à 4 heures du matin, où tu voyais des trucs, des scènes un peu extraordinaires qui se passaient. Alors, pas des trucs foufou, mais des trucs de la vie banale normale, mais tu te disais, qui est-il celui-là, ou qui est-elle pour à 4 heures du matin faire ce truc-là à cette heure-là? C'est très bizarre. Bon, après, je pense que c'était pareil, hein. Il y avait des mecs qui devaient me dire, mais qui c'est ce type-là, cet étranger, parce qu'il n'y avait pas tant de gaijin que ça à ce moment-là. Qui est ce gaijin qui est dans un hôtel à travailler tous les soirs jusqu'à 4 heures du matin? Bon, je pense que voilà, il y a un autre mec qui s'est posé la même question de moi, mais du coup, c'était rigolo. Mais bref, j'étais content d'avoir les clés de mon appartement, hein, puis d'avoir un chez moi. Surtout, bah, comme je vous le dis, hein, depuis 2019, j'avais pas de chez moi. Donc j'ai vécu chez ma soeur, chez un pote en Airbnb, etc. Mais avoir un chez moi avec mes affaires, mes meubles, être posé, bah, ça faisait vraiment un bail que voilà, j'avais pas mon chez moi, quoi. L'appartement était très différent de mon premier à Kyoto, hein, il était plus grand. Par contre, il n'y avait pas une vue cool, celle que j'avais avant, où j'avais une vue, j'étais au 8e étage, j'avais une vue sur les montagnes assez dégagée. Il était plus central que mon ancien appartement, mais moins petit quartier tranquille. Comme je vous le dis, hein, c'est un quartier qui est quand même beaucoup plus dans le centre-ville. Mais bon, j'étais content. C'était un appartement où j'avais une bonne vibes et où je sentais que ça allait être bien, oui, que j'allais être bien, que ça allait être un appartement confortable. Et effectivement, de tous les appartements que j'ai eu, je pense, depuis ma vie d'adulte, je pense que c'est l'appartement le plus sympa que j'ai eu en termes d'emmerde. J'ai pas d'emmerde spéciale pour l'instant, je touche du bois, mais bon voilà, j'ai jamais eu de trucs bizarres. Il est super pratique, très central. C'est un des appartements les plus grands que j'ai eu. En solo, c'est sûr que c'est 45 mètres carrés, c'est le plus grand que j'ai eu, hein. J'ai jamais eu qu'un. À part en étant étudiant dans une ville nouvelle où j'étais dans un 75 mètres carrés, mais parce que personne n'habitait là-bas. Donc les prix étaient vraiment très bas. Mais sinon, à Paris, mes appartements ont toujours été très petits. Et puis à Kyoto aussi, il était plus petit que ça. Donc là, c'est la première fois que j'ai un appartement qui est grand, moderne, il est neuf. Franchement, très agréable et c'est un de mes appartements préférés. Et mine de rien, on dirait pas comme ça, mais c'est un des appartements où j'ai vécu le plus longtemps déjà. En ayant vécu depuis 3 ans, parce que depuis que je suis petit, moi, mes parents ont beaucoup déménagé. J'ai plus de 30 déménagements ou 35 déménagements comment ça s'appelle, à mon compteur. Mes parents déménageaient souvent, ont changé de ville en ville, puis moi aussi, hein, j'ai beaucoup changé, même si j'ai vécu longtemps à Paris, même dans Paris, j'ai changé d'appartement. Et si j'enlève l'appartement parisien, le dernier appartement que j'avais fait à Paris, où j'ai vécu 10 ans, où là c'est exceptionnel, j'ai jamais vécu 10 ans dans un appartement, mon record précédent était de moins de 3 ans. Donc là, ça devient mon deuxième appartement où j'ai vécu le plus dans ma vie, avec 3 ans. Et des appartements à 3 ans, j'en ai pas fait beaucoup, hein, j'en ai fait un ou deux dans ma vie, je pense, c'est tout. Donc là, c'est l'appartement, mine de rien, où j'ai vécu le plus. J'ai pas cette impression-là, mais c'est quand même l'appartement où j'ai vécu le plus, après mon appartement du 14e arrondissement dans Paris. Donc voilà, ça restera quand même un appartement qui sera important dans ma vie, parce que voilà, j'ai vécu longtemps. Et donc du coup, c'est vrai que je me posais pas toutes ces questions à cette époque-là, mais maintenant je me dis qu'effectivement, c'était quand même un appartement qui compte dans ma vie globale, on va dire. Mais bon, voilà, donc j'ai mon appartement, je suis content, et donc forcément, les premiers jours, hein, bien sûr, j'ai essayé de kiffer un peu, de reprendre mes habitudes, et de faire des petites sorties. Les premiers week-ends, de voir ma pote, tout en gérant aussi l'administratif, comme je vous l'ai dit, parce que oui, forcément, il y a de quoi faire, hein, récupérer les clés, acheter les meubles, les conneries du quotidien, ouvrir des comptes en banque, son compte de téléphone, son compte internet, sa carte de résidence, son My Number. Le début est rarement de tout repos, hein, surtout quand on bosse en plus, hein. Mais bon, j'avais la chance de bosser la nuit, ce qui me laissait les après-midi pour gérer en fait tout le reste et les trucs administratifs. Et ça, j'avoue, c'est quand même pratique que si j'avais dû bosser la journée et que du coup, pour faire les trucs administratifs, on y va quand. Donc là, au moins, j'avais pas ce stress-là. Et j'avais pas le stress aussi de bosser pour une boîte japonaise, hein, ou je ne sais quoi, ou d'arriver dans un boulot où tu connais pas, tu commences un boulot, ou alors c'est avec une nouvelle langue, tu te dis tiens, comment je vais me démerder. Là, il y avait rien de nouveau, c'était la continuité, donc juste le décalage horaire qui était pas le même. Là où avant je bossais de l'après-midi, je crois que je commençais vers 14 h à bosser, jusqu'à 8 h du soir, si je dis pas de bêtises, en Europe. Jusqu'à minuit, pardon, je bossais jusqu'à minuit le soir en Europe, en faisant une pause pour manger, etc. Là, je devais bosser toute la nuit, et je fais plus la pause pour manger, je fais un travail d'une traite. Parce que c'est pendant la nuit, quoi. Mais pour moi, c'était pas vraiment un problème. J'avais pas eu besoin de m'adapter à ce nouveau rythme de vie. Travailler la nuit, ça n'a pas été un souci spécifique. J'ai pas eu à me dire ah tiens c'est compliqué, blablabla. Non, ça c'est très bien matché. J'ai pas trop de problèmes de sommeil et d'adaptabilité. Moi, j'ai pas le problème de décalage horaire, par exemple. Je ne ressens pas les décalages horaires parce que je peux dormir n'importe quand, n'importe où. Donc du coup, pour moi, ça a pas été un souci. Donc j'ai pas eu de stress ou de trucs supplémentaires de nouvelle vie japonaise que j'ai eu par exemple quand j'étais allé à l'école, parce que là à l'école de passer un test, de devoir parler japonais au début c'était un peu stressant, tu sais pas trop comment ça va se passer, etc. Là tout ça je n'ai pas eu, donc ça a été beaucoup plus smooth encore une fois entre ma pote qui parlait japonais, le travail qui avait rien de spécial, ça a été beaucoup plus smooth, sauf que puis je connaissais déjà les démarches, donc voilà il y avait un
un peu moins de découvertes. Mais bon, après, il faut quand même gérer l'administratif, et ça reste, de l'administratif, ça reste chiant. Donc voilà, j'étais heureux d'être de retour au Japon, heureux d'avoir un chez moi. Il y a des gens qui kiffent, par exemple le nomadisme. Perso, moi j'ai bien aimé, mais avoir un chez moi, c'était quelque chose qui me manquait. Avoir mon canapé, pouvoir me vautrer dedans les week-ends, c'est son canapé, c'est comme on l'a organisé, c'est la déco qu'on aime. Avoir une télé, avoir une console de jeu, des trucs cons. Mais voilà, je vous dis, il y a des conneries où tu te sens dans un cocon, quoi. Et là, ce truc, tu l'as pas quand t'es en nomade. Donc du coup, j'étais super content de me construire un chez moi, et puis surtout que c'était un nouveau chez moi au Japon. Donc le rythme a été quand même très rapide dès le début, car un mois après mon arrivée, j'allais sur Wakayama. J'allais rencontrer Natsu, ma future femme. J'en ai fait des allers-retours à Wakayama, qui du coup, j'avais pas trop de temps libre pour la balade, pour les trucs. Je vous ai dit, j'ai eu moins cette sensation de balade, parce que déjà je connaissais, il y avait un peu moins de découvertes, puis moins cette sensation de balade que les 2 premières fois où j'étais venu m'installer au Japon, 1 an et 6 mois, donc comme vous le savez dans l'épisode 2. Et là, du coup, j'ai eu moins ça parce que tout de suite, assez rapidement, j'ai dû faire des allers-retours, j'avais moins de temps libre, j'avais plus de trucs finalement, et puis avec le boulot, j'avais moins de temps libre aussi. Donc du coup, c'était moins, ça a été moins effectivement ce côté waouh Japon, voilà, que vous pouvez peut-être avoir en PVT, que vous auriez en étudiant. Là, j'avoue, je suis rentré dans ce que je vous avais déjà expliqué dans un autre épisode, là, est-ce que j'aime moins le Japon, etc. Je suis rentré déjà avec cette vie-là, un peu plus dans une vie normale au Japon, et être un peu moins en mode découverte, enjoy, parce que il y avait moins de temps et moins de possibilités pour faire ça. Donc comme je l'ai dit, j'en ai fait des allers-retours à Wakayama, des allers-retours administratifs, puis l'été est arrivé très vite, parce que j'arrivais en plein été, j'ai pas eu l'impression d'avoir le temps de profiter, même si ma vie s'accélérait. Alors je vais pas vous faire l'histoire complète des 3 ans, parce qu'on va pas s'en sortir sinon, car oui, ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis revenu, mais même si j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup moins de choses que quand j'étais venu en 2018, il s'en est passé quand même des choses. Alors oui, je travaille, j'ai une vie de famille, donc moins de liberté que quand j'étais venu la première fois, en tant qu'étudiant, je vous l'ai dit. Mais en 3 ans, je me suis fait un chez moi, ce qui est quand même pas rien. Puis, contrairement à 2018 où je suis resté moins d'1 an, là ça fait 3 ans que j'ai un chez moi, que j'achète de plus en plus de trucs, il y a beaucoup plus de meubles qu'avant, que je suis beaucoup plus installé. Avant, j'avais pas ma platine vinyle, je m'étais pas acheté une grosse télé parce que je savais pas si j'allais rester. Là, je me suis installé vraiment au Japon, donc c'est un chez moi, comparé à 2018. Donc voilà, donc il y avait ce côté un petit peu, genre je suis vraiment pleinement chez moi. J'ai rencontré ma future femme aussi. Je me suis marié pour la première fois, c'est oui, je suis vieux, mais c'est la première fois que je me marie. Je me suis marié très vieux, enfin vieux, j'ai 40, quel âge j'ai? Je vais avoir 45 ans cette année, donc je me suis marié à 44 ans, enfin 43 parce que je suis de fin d'année, donc voilà. Officiellement, je me suis marié à 43, mais j'étais proche de mes 44. Et donc c'était la première fois que je me mariais. Et puis j'ai même battu mon record de rester en couple avec quelqu'un, parce qu'on va pas faire du 36-15 amour, 36-15 ULA. ULA c'était pas vraiment de l'amour, mais voilà. Bref, oui, je suis jamais vraiment resté avec quelqu'un plus d'1 an. Moi, j'avais souvent du mal à rester en couple. Je sortais souvent avec des filles un peu compliquées, un peu aux vies difficiles, et du coup, j'étais un peu le Saint-Bernard qui les relevait pour faire un truc, et puis qui du coup, moi, me fatiguait, puis elles allaient mieux, et du coup, après, me lâcher, parce que finalement, elles allaient mieux, et puis que moi, j'avais tout porté sur le poids des épaules, et du coup, j'étais un peu plus, j'étais moins dans la vibe, quoi. J'avais pas réussi, elles étaient sur la pente descendante, puis moi, justement, elles m'avaient un peu enfoncé, donc forcément, tu t'éloignes. Et puis voilà, et c'est la vie, etc. Mais moi, je n'étais jamais resté plus d'1 an avec une fille. Et puis je suis pas quelqu'un qui a besoin d'être avec quelqu'un. Je suis quelqu'un qui peut être très solitaire. Je suis très social et très solitaire. Donc par exemple, ça m'est arrivé de rester 10 ans célibataire, et ça me dérangeait pas du tout. Voilà, ça a jamais été un problème pour moi de vivre célibataire. J'ai pas besoin des autres pour vivre. J'arrive à vivre très bien tout seul, et je m'auto-kiffe, voilà. Et non, mais sans rigoler, je suis vraiment très social, mais je peux vraiment, vous voyez, je suis capable de parler tout seul, par exemple. C'est pas, avec ce podcast, c'est pas trop un problème. Donc c'est vrai que moi, c'était toujours 1 an avec une fille. Donc bon, voilà, c'était pas non plus un truc. J'étais pas en train de me dire, mais mon Dieu, comment je vais faire, pourquoi j'y arrive pas, m'en foutais. Et là, finalement, c'est vrai que ça fait maintenant, ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis avec Natsu, puis ça fait maintenant 1 an qu'on est mariés. Donc mine de rien, là, j'ai explosé, en étant au Japon, j'ai explosé mon record de vie commun avec quelqu'un. Donc bravo champion, on va dire ça. Donc voilà, il s'est passé quand même des trucs. J'ai changé de prénom. Enfin, j'ai fait supprimer mon 2e prénom pour des raisons administratives, vous le savez. Et je regrette clairement pas. Donc ça aussi, c'est un truc qui me serait jamais arrivé. Enfin, en 3 ans, finalement, j'ai quand même changé de prénom. C'est un truc qui a aucune importance, mais qui est quand même important, parce que
officiellement m'appeler avec, enfin on m'appelait pas, mais j'avais un deuxième prénom qui était là, et là c'est vrai, bah c'est plus le cas, et donc bah mine de rien, c'est quand même un gros changement dans la vie, même si c'est pas vraiment un gros changement, on est d'accord. Donc voilà, bah, j'ai fait supprimer mon deuxième prénom. Donc je me suis marié, donc j'ai rencontré une famille de Japonais, j'ai participé à des fêtes de famille avec le fameux qu'est-ce que je fais là, hein, celui qu'on se posait souvent en 2018, comme je vous en avais parlé, et qui je pense reviendra tout le long de ma vie, hein, sûrement, pas de façon négative, mais juste parfois on se pose un peu, puis on se demande mais comment on en est arrivé à vivre à des milliers de kilomètres sur un autre continent et être marié à quelqu'un qui parle même pas la même langue que soi, etc., etc. Puis parfois on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivé là? Enfin, c'est quoi le truc qui a déraillé? Mais déraillé dans le bon sens, hein, parce que j'en suis content. Mais qu'est-ce qui a déraillé à un moment donné qui a fait que je me suis retrouvé comme ça? J'étais pas du tout prédisposé à partir vivre au Japon. Je veux dire, pour ceux qui se disent ah c'est difficile, mais moi mon caractère, moi il y a quelques années mon caractère, enfin je veux dire, je pense que si on rencontrait les gens qui m'avaient connu quand j'étais enfant, jamais de la vie, personne n'aurait dit ce mec-là, il va vivre au Japon, il va partir à l'aventure. Et encore une fois, je suis pas un foufou, vous savez que je calcule tout, etc. Mais les gens auraient jamais pensé ça. Auraient jamais pensé ça de moi. Moi, j'étais plutôt le fils à papa, enfin fils à papa. C'est-à-dire qui veut pas sortir, qui s'en fout d'avoir des potes, qui reste à la maison jouer au Lego puis qui aime qu'on l'emmerde pas, qui était pas social de ouf. J'avais des copains, mais voilà, sans plus. J'étais pas non plus à dire ah, on va faire un foot, machin et tout. Enfin, pas du tout. Donc du coup, tu pourrais te dire lui, c'est plutôt le mec qui va rester habiter près de chez ses parents ou qui va être un tanguy qui va habiter chez ses parents pendant je sais pas combien d'années puis qu'au bout d'un moment il va un peu s'émanciper mais qui fera pas le foufou. Bon finalement ça a été un peu l'inverse. Après encore une fois je ne suis pas foufou, mais je suis quand même parti au Japon et mine de rien, c'est pas rien, c'est quand même un très gros changement de vie et puis se dire qu'on a trouvé l'amour à des millions de kilomètres. Voilà, c'est des millions, peut-être pas des millions, mais des milliers de kilomètres. Et effectivement, vivre dans une vie, encore une fois, hein, moi souvent ça, je me dis qu'est-ce que je fais là? Je parle pas japonais, je suis quand même dans un truc qui est très bancal, je pourrais avoir un truc qui soit plus safe. Je suis content d'être là, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis venu? Pourquoi? Comment ça s'est passé comme ça? Après, faut pas trop se poser de questions, hein, on kiffe aussi. Mais parfois, c'est bien aussi un peu de sortir de sa bulle et de faire le point et se dire, ok, voilà, il y avait ça, tiens, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'était une bonne décision, etc. Bref, donc voilà, c'est quand même en 3 ans, là ça y est, je me suis quand même bien installé au Japon, même si encore une fois, tout n'est pas encore sûr à 200%. J'ai quand même un peu réussi en partie mon pari. En 3 ans aussi, j'ai changé de visa, hein, en passant du visa travail au visa mariage, ça aussi, hein, quand je suis arrivé au Japon, c'était pas... C'était, je vais pas dire que c'était un objectif, mais je m'étais dit ça serait quand même bien à un moment donné de pas rester pendant 6 ans à être en comment ça s'appelle en portage parce que c'est coûteux. Puis se marier, ça veut dire que tu as réussi à t'installer au Japon, que tu as trouvé quelqu'un, que ce genre ça y est. Je courais pas après le visa mariage, attention, hein, je précise, je préfère le préciser, mais il faut être honnête, tu te dis qu'avec un visa mariage, tu as un pied un peu plus dans le Japon. Ça veut dire que tu as trouvé quelqu'un, que tu t'es installé encore plus, que tu as un visa qui est plus sûr aussi. Donc voilà, enfin sûr, entre guillemets, parce que si je divorce, c'est fini. Hein, voilà, si on divorce, ça se finit. Mais bref, du coup, j'ai pu quitter le portage. Je suis devenu un full freelance depuis peu, hein, ce qui fera du bien à mes économies. On peut se dire que ça y est, hein, je tiens le bon bout et que c'est super, bravo à toi. Il y a beaucoup de gens qui me le disent, en ce moment, qui me disent ah putain, c'est génial, t'as réalisé ton rêve, bravo, etc. Mais je sais que le parcours, il est encore très long. Là, on fait un bilan des 10 ans de Japon en 3 parties. Mais je sais que pour l'instant, je peux pas dire qu'après ce bilan des 10 ans, je peux dire ça y est, j'ai réussi. Je suis au Japon, j'ai réussi en fait mon projet de vie. Je sais que le parcours, il est encore très très long. Mais vraiment, hein, avant de pouvoir vivre en sécurité ici, alors sécurité entre guillemets, hein, vous avez compris. Parce que bien sûr, les aléas de la vie, ça arrive. Hein. Faut pas paniquer ou stresser pour des choses qui sont pas là. Mais il faut aussi savoir être réaliste. Et ma vie au Japon, elle tient encore qu'à un fil. Si mon travail s'arrête demain, je vous l'ai déjà dit, j'ai plus de revenus, j'ai pas assez d'économies pour tenir le temps de savoir parler japonais, ou pour aller dans une école pendant 2 ans, etc. Ou alors j'ai pas d'argent pour lancer un business. Bref, si mon mariage vacille, il faudra que je repasse en visa portage. Peut-être je devrais revenir en France pour revenir. Alors, je sais pas comment ça se passe parce que j'ai pas cherché à savoir comment ça marchait. Mais peut-être que je pourrais pas faire mon visa dans la foulée. Et pas sûr que j'ai le courage et la force de faire ça. Plus ça serait coûteux. Je devrais ressortir encore au moins 3000, 4000 euros à payer là, à sortir dans mes économies. Bref. J'ai plein d'inquiétudes, il y a plein d'incertitudes, il y a des épées de Damoclès au-dessus de ma tête depuis mon retour, hein, je vous en parle de temps en temps, et même si on n'y pense pas au quotidien, je vous rassure, hein, elles sont tout de même présentes. Et j'en parle juste pour que les gens se rappellent et qu'il y a des gens qui idéalisent un peu la venue au Japon, puis qui disent « Ah bah regarde, t'as réussi, c'est super, moi aussi, je vais faire ça. » Les gars, c'est pas si simple que ça, il faut avoir un peu les épaules pour tenir le truc.
Il y a du stress. En faisant ce genre de projet, sauf si vous êtes genre ouh, comme ça, il y a des gens comme ça que le stress, ça leur passe à 10 000 trucs au-dessus de la tête et puis s'en foutent. Mais je veux juste que les gens gardent en tête que c'est compliqué et que le stress, il va être là. Ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers qui vivent ici, qui ont des boulots, qui ont des vies et tout, etc. Je pense qu'ils savent qu'ils sont encore sur un fil et qu'il y a des, voilà, qu'il y a des trucs comme ça qu'on va effacer petit à petit, mais que ça va prendre du temps. Vraiment, je pense que ça va prendre du temps et que c'est pas genre ça y est, j'ai réussi, t'as réussi ton projet, bravo champion. Oh, j'en suis qu'au début des escaliers ou la moitié des escaliers peut-être, je ne sais pas, on va dire peut-être la moitié maintenant. J'en étais au début il y a 3 ans, puis là j'en suis à la moitié des escaliers peut-être, dans ces eaux-là. Mais clairement, je suis encore très loin de l'arrivée, de me dire ok, ça y est, c'est bon, c'est safe, c'est fini. Ma vie japonaise, je l'ai baquée, elle est là, tout va bien. Et donc, je suis fier du chemin parcouru depuis ces 10 ans. Hein. Même s'il y a 15 ans, encore une fois, jamais de la vie, j'aurais imaginé vivre au Japon, être marié à une japonaise. Je sais aussi que tout ça, ça peut changer du jour au lendemain. Et que le chemin est encore très très long. Avant de pouvoir dire définitivement, ok, mon objectif est bouclé. Et je vous le dirai peut-être un jour, hein, si le podcast continue à ce moment-là. Peut-être que je vous le dirai, parce que je suis quelqu'un de très, très terre à terre, très sensé. Si l'objectif pour moi est bouclé, que je me dis ça y est, c'est bon, encore une fois, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie, on peut changer, on peut machin, il peut y avoir un drame, je sais pas quoi, mais là c'est aller too much, mais là je suis pas dans le too much, je suis dans les trucs très réalistes, et pour l'instant je peux pas vous dire ok c'est bon, mais le jour où les épées de Damoclès que j'ai identifiées seront plus là, je vous dirai ça y est, officiellement pour moi, j'ai réussi mon Paris-Japon, je vis au Japon et j'ai construit la vie que je voulais, voilà. Et pour moi, je pense que ça prendra sûrement encore au moins 3 ans, 5 ans peut-être, voire peut-être même plus, hein. Peut-être même que dans 10 ans, je pourrais vous faire un bilan de 20 ans au Japon euh, et que ce sera pas encore totalement définitif. Bon, j'espère, parce que dans 10 ans, c'est quand même dans beaucoup, donc j'espère que dans 10 ans, j'aurai quand même validé et enlevé les épées de Damoclès. Mais bon, le chemin est long et on continue. En attendant, on profite, on essaye de faire en sorte au mieux de pouvoir continuer sa petite vie tranquille dans ce pays que j'aime tant, tout simplement. Et je voudrais conclure ce bilan par un petit message à tous ceux justement qui ont au fond d'eux un rêve de Japon, parce que ce bilan il touche aussi ces gens-là je pense, et qui pour X raisons ne se sont pas lancés encore. Je vais pas vous la jouer, il faut croire en ses rêves et se lancer et tu peux y arriver. Je sais que parfois il y a plein de choses qui font que c'est beaucoup plus simple pour moi de faire tout ça que pour d'autres par exemple. Si j'avais été marié avec 4 gosses en France, c'est sûr que ce projet, il aurait pas été si facile et j'aurais peut-être même pas pu le faire. Voilà. Mais comme on dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Hein. C'est votre rêve. Essayez de creuser, de chercher, ne pas baisser les bras au premier problème, parce que des problèmes, vous allez en bouffer. Hein. Des petits, des microscopiques, des obstacles, vous allez en avoir, puis même des beaucoup plus gros. Vous en aurez plein, hein. Sûrement tout le long de la route. Puis comme je vous le dis, hein, j'ai beau vivre au Japon depuis 3 ans, avoir vécu déjà avant un peu, avoir un travail, être marié, je sais que je suis encore sur un fil, et que des problèmes pour continuer de vivre ici, j'en aurai sûrement dans le futur. Je vais sûrement en avoir, et que de toute façon, en tout cas, ils sont encore présents, ils sont au-dessus de la tête, c'est bancal et ça peut tomber. Et il y en a sûrement qui vont tomber, il y en a peut-être que je vais réussir à esquiver, avec une petite pirouette, etc. Il y en a peut-être que je vais réussir à ranger dans un carton, parce que je vais avoir réglé ce problème-là, et ça sera rangé dans le carton, et qui ressortiront plus. Et peut-être qu'il y en a un qui va me tomber sur la tête et boum, rentrer à la maison, c'est fini. Mais quand on veut quelque chose, je pense qu'il faut souvent, il faut se battre. Hein. C'est rare que ça marche du premier coup et que ça nous tombe dessus. Il y a des gens qui sont chanceux, mais les 3 quarts des gens, c'est pas le cas. Et donc, ça marchera pas. Dans tous les cas, le plus important, je pense, c'est de pas avoir de regrets. Ne pas non plus se tuer à la tâche, hein, si ça veut pas. Si ça veut pas, on peut être heureux ailleurs. Voilà. Bien sûr, c'est possible. Mais je vois parfois des gens, par exemple, qui s'obstinent, qui sont dans des situations où tu les sens, ils sont malheureux au Japon. Ils sont malheureux dans leur vie en France, parce que leur vie, c'est de vivre au Japon, ils font tout, puis ils n'y arrivent pas. Parfois, il faut aussi savoir être honnête avec soi-même et se dire, ça marche pas. Voilà, j'ai tout essayé, j'y arrive pas. Peut-être que j'ai pas fait assez, mais moi, dans mon niveau, j'y arrive pas. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait été capable de surpasser encore plus, puis il y aura des gens qui vous diront, oui, mais t'aurais pu. Oui, mais chacun a un truc personnel. Peut-être que vous aurez atteint votre limite. Mais je pense que quand on arrive à sa limite, il ne faut pas avoir honte, pas avoir peur de dire tant pis, c'est pas possible. De ranger dans une box, puis se dire voilà, peut-être qu'un jour je la ressortirai. Parce que ranger dans une box, c'est pas définitif. Mais se dire ok, maintenant on passe à autre chose. Parce que là, je me suis vraiment fatigué, j'ai tout donné, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Et même pour des gens qui sont au Japon, hein. Il y a des gens qui sont au Japon, ils ont une vie, on sent, ils sont stressés, ils sont pas heureux finalement. Ils sont au Japon, ils sont contents d'être au Japon, mais leur vie au Japon, ils sont pas heureux. Ces gens-là, moi, il y en a que j'ai rencontrés, parfois je leur ai dit, tu devrais rentrer.
tu devrais aller ailleurs. Peut-être qu'il y a un autre ailleurs qui sera mieux ou qui te correspondra mieux. Là, t'es pas heureux. T'es pas dans une situation où tu vis bien ton truc. Alors, c'est ton rêve, le Japon. Tu rêves du Japon, la France, t'aimes pas, blablabla, etc. Ok. Mais pèse le pour et contre. Le plus important, c'est d'être heureux. Et si finalement, t'es stressé tout le temps et que t'as un poids sur la tête et que c'est difficile, parfois, il va falloir tenir. Hein. C'est pas dès le premier poids que t'as sur la tête parce que sinon, effectivement, tu restes pas et tu tentes rien. Mais si t'as vraiment tout donné et que t'es vraiment fatigué, bah c'est pas grave. C'est pas grave de dire bah j'ai fait un échec. Voilà. Ça arrive, on fait tous des échecs. Moi, regardez, je suis venu une première fois, puis ça a foiré. Ça a foiré totalement et j'ai dû revenir. Je suis revenu avec zéro sur mon compte. Vraiment la queue entre les jambes. Genre, bon, bah qu'est-ce que je fais Moi, je veux retourner au Japon. J'avais quand même cet espoir, mais il y avait une partie de moi qui disait c'était pas possible. Finalement, je me suis battu et j'ai réussi. Mais encore une fois, c'est pas encore totalement validé. Puis peut-être que je me serais battu et puis j'aurais pas réussi. Et au bout d'un moment, si je me serais pas accroché à un rêve jusqu'à la fin de ma vie, à me dire il faut que je me batte pour le Japon, il faut que je me batte pour le Japon, et mettre les trucs à côté et m'en prendre plein la tête ou des choses comme ça, à un moment j'aurais dit stop. Parce que bah voilà, j'ai essayé, ça fonctionnait pas. Là je savais que j'avais encore des trucs à essayer, donc j'y suis allé et ça a marché. Mais si ça n'avait pas marché, au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Il faut pas avoir honte. Voilà, je pense qu'il faut vraiment pas avoir honte de dire stop. Mais aussi à côté, ce que je voulais dire, c'est ne pas avoir de regrets. Voilà, faut pas avoir de regrets. Et puis tenter, si on a vraiment envie, si c'est un rêve, même si ça paraît difficile, même si ça paraît inaccessible, essayer des choses. Essayer, réfléchir à des pistes, prendre du temps pour réfléchir, tenter des petits trucs, et le tenter. Et peut-être qu'il y a eu un échec une fois, deux fois. Moi, je connais des gens qui sont venus 3, 4, 5, 6 fois au Japon, qui ont essayé. Hein. Qui ont fait les PVT, qui ont fait l'école de langue 2, 3 fois, qui ont fait tel truc, qui ont essayé de trouver un boulot, ça n'a pas marché, etc. Qui sont venus en visa vacances pendant 3 mois pour essayer de trouver un travail, puis finalement ils n'ont pas réussi, ou qui ont eu un visa un peu de travail qui était foireux, ils ont dû rentrer, puis qui sont revenus après derrière pour faire autre chose. Il y a des gens voilà, qui lâchent rien et qui ont réussi finalement à rester. Donc ça va dépendre de votre capacité, mais il n'y a pas de honte à abandonner, comme il n'y a pas de honte à tenter, à y aller, et même si des gens vous disent ouais mais regarde ça marche pas, c'est toi avec toi-même. Toi avec toi-même si tu le sens, et si tu sens que tu sens, faut connaître ses limites. Voilà, faut surtout connaître ses limites et connaître voilà, ses capacités. Et de temps en temps, je vous le dis, c'est un truc qu'on fait rarement en tant qu'être humain, et c'est un peu dommage, je pense, c'est de sortir de son corps et avoir une vision un peu globale. De se regarder et se dire, ok, regarde où t'en es, regarde ce que tu fais, t'en es là. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment qui tu veux être? Et avoir, tu sais, genre une réflexion, tu sors un peu de ta bulle où t'es moins la tête dedans, qui te permet de te poser et de dire, ouais, mais non, là c'est n'importe quoi ce que je fais. C'est vraiment n'importe quoi, arrêtons les frais. Ou au contraire, ça veut dire, ok, c'est vrai que c'est chiant, là t'es en train de déprimer, tu penses que tu vas pas y arriver, mais regarde, finalement c'est pas si compliqué que ça, tu peux quand même essayer de faire ci, faire ça, et peut-être que ça peut sortir. Sortir de soi, parfois ça peut aider pour une réflexion un petit peu plus posée, et ces projets vont être compliqués. Voilà. Il y a des gens pour qui hop, ils claquent des doigts, puis tout va bien, ils vont être en expat, leur boîte va tout leur payer, ils vont rencontrer une Megumi qui est docteur, qui gagne 72 000 balles par mois, qui vont habiter dans une grande maison, tout sera super, le Japon j'adore, j'ai 72 jours de vacances par semaine. Bon, je raconte n'importe quoi, vous l'avez bien compris, mais il y a des gens pour qui, j'en ai rencontré, hein, des gens pour qui effectivement tu te dis on n'a pas vécu le même Japon, et puis même moi, hein, moi, j'ai pas vécu le même Japon que certains mecs qui galèrent, qui sont à 45 ans en train de vendre des cups ramen, qui ont des petits boulots, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Tu sens qu'il y a les cernes et que c'est difficile, que c'est dur. Ou des gens qui ont eu des enfants, qui ont du mal à voir leurs enfants, ça se fight avec leur conjoint. Enfin, ouais, tu sens il y en a qui souffrent vraiment beaucoup plus que moi, clairement, pour leur vie au Japon. Après, encore une fois, c'est très personnel. Voilà, c'est très personnel et vous allez voir où vous allez mettre vos limites. Mais voilà, surtout, n'oubliez pas de bien réfléchir. Vivre au Japon, bah, c'est pas fait aussi pour tout le monde. Même si vous kiffez les vacances, vous avez adoré, mais le Japon, c'est le pays du futur, c'est génial, la tradition, la modernité, ils sont tellement gentils. Voilà, bon, tous les trucs qu'on connaît. Mais même si vous kiffez la culture ou je ne sais quoi, la vie ici vous fait rêver, c'est pas tout rose. L'herbe, elle est pas plus verte, elle est juste différente. Avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est à vous de voir si vous êtes capable de les gérer, de les accepter. Même si c'est le cas, bah, vous serez sûrement heureux la plupart du temps ici, hein, si c'est le cas. Voilà. Mais il faut être conscient que c'est pas non plus le pays des bisounours. Une fois que vous avez bien réfléchi, c'est là où bah, il faut se lancer. Ça va prendre du temps, peut-être que ça va se faire en 2 mois, peut-être que ça va se faire en 6 ans.
préparer son projet, ça peut prendre du temps, et il n'y a pas d'âge aussi. Vous voyez bien avec moi. Moi, je suis parti au Japon à 37 ans. J'en ai 45, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, je vais pas le cacher, que si j'avais 20 ans. Si j'avais 20 ans, j'ai la vie devant moi, à part si je me fais écraser par un bus, mais voilà, j'ai la vie devant moi, tu peux te dire, je peux perdre 5-6 ans à faire des études de japonais, puis après je peux faire une vie normale, je peux économiser, je vais pouvoir acheter à 30 ans, faire un emprunt, alors que bon, bah moi à 45 ans, faire un emprunt, c'est pas le même que quand je suis à 30 ans, par exemple, pour acheter une maison. Forcément, pour trouver du travail, ça sera plus compliqué aussi. Bref, ou apprendre une langue, c'est plus difficile quand on est plus vieux, il faut aussi l'avouer. Ça va dépendre aussi des gens. Donc, mais il n'y a pas d'âge. J'ai quand même réussi à le faire. Et puis, vous pouvez avoir 18 ans, vous dire, ah bah ouais, mais j'ai pas d'argent, j'habite encore chez papa-maman. Vous avez du temps devant vous, et de deux, vous pouvez aussi y aller. Il y a des jeunes de 18 ans qui viennent au Japon et puis qui arrivent, voilà, qui sont débrouillards. Mais il faut surtout bien réfléchir à son projet, c'est important. Et si c'est votre rêve le plus profond, bah tentez. Tentez pour pas avoir de regrets, c'est le plus important. Et puis ça marchera. J'ai eu la chance, moi ça a marché, je touche du bois pour l'instant, on verra dans quelques temps si vraiment je valide le projet. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si demain, j'espère pas, hein, mais si demain je devais rentrer en France, que tout devait s'arrêter, etc., puis bon, c'est sûr qu'un autre retour en France, je suis pas sûr si j'aurais le courage de revenir au Japon, mais je serais quand même fier de ce que j'ai fait. Voilà, d'avoir fait un truc un peu extraordinaire à mon niveau, d'avoir vécu ça, d'avoir pu découvrir, d'avoir trouvé un truc que j'aimais, et de m'être battu pour, et que ça a quand même un peu fonctionné. Puis même si ça n'avait pas fonctionné totalement, je serais quand même fier. Je serais déçu, bien sûr. Mais la première fois, quand je suis rentré en France, j'étais déçu. Mais j'étais quand même content d'avoir fait tout ça. Je me suis pas dit, ah bah non, mais tout ça, pour rentrer avec zéro balle, recommencer ma vie à 40 ans, devoir tout recommencer, avoir rien sur mon compte. J'aurais pu être en mode total déprime et dire, putain, c'est la merde, quoi. Genre, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais jamais dû faire ça. Mais non, j'étais content, je regrettais pas. J'ai jamais regretté de faire tout ce que j'ai fait. Et là, je regrette pas non plus parce que j'ai réfléchi aussi. Je suis pas parti non plus comme un foufou. En ayant bien réfléchi, j'ai pas eu aucun regret. Bref. Moi, en tout cas, je suis heureux ici, hein, vous l'avez compris, même si je fais des épisodes parfois où je dis attention, machin et tout, parce qu'encore une fois, tout n'est pas parfait, c'est la vie, c'est normal. Mais je suis en global, je suis très très heureux d'être ici, d'avoir fait ce que j'ai fait. Puis j'espère que dans 10 ans, je pourrai vous faire un épisode bilan, positif sur le Japon, que j'aurai enlevé toutes les épées de Damoclès, que je vous raconterai, tiens, les 3 premières années, j'ai viré ça et ça, puis les 3 ans suivantes, ça y est, j'ai fait ça, puis maintenant, j'ai ma maison, j'ai mon shop au Japon, c'est super, etc. Tout va bien, je vis ma best life. Dans 10 ans, est-ce que non, dans 10 ans, je serai pas en retraite encore, mais j'espère que je vivrai déjà une best life et que je vous dirai, tiens, j'ai hâte dans 10 ans, je pourrais vivre ma best life de retraité, c'est bien parti pour. Bref. Voilà, j'espère que dans 10 ans, je pourrai vous valider tout ça. Et que je pourrai vous valider aussi à 200%, que vous dire, ça y est, le Japon, c'est chez moi maintenant, pour toujours. Pour toujours, encore une fois, on sait jamais. Mais voilà, pour l'instant, je pourrais pas vous dire ça, parce que j'en sais rien. Mais allez, sur ce, les épisodes 10 ans, les épisodes bilan des 10 ans, j'espère que ça vous a plu. On va en rester là. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Vous avez validé l'épisode sur mes frais et de combien me coûte ma vie au Japon. J'ai eu plusieurs messages qui m'ont dit on aimerait bien et tout. Donc ça sera sûrement le prochain épisode. Je vais sûrement vous parler de ça, de vous faire un petit épisode spécial les frais au Japon. Et je vous mets aussi dans la description de l'épisode, si j'oublie pas, une chaîne YouTube que j'avais lancée il y a quelques temps, que j'ai fait juste une vidéo et j'en avais parlé un petit peu, je pense, mais j'avais pas fait de pub pour. Je pense pas que j'avais mis le lien. Où je fais une visite de mon appartement. Vu que c'est une chaîne YouTube qui était plus internationale, je ne parle pas, donc vous n'entendrez pas ma voix cette fois. C'est un peu cinématique, musique, lifestyle. Et il y a des textes, bien sûr, pour expliquer un peu mon appartement, ce que j'aime bien dans mon quotidien. Alors, c'est pas une visite genre les appartements au Japon, c'est pratique parce qu'il y a ça et ça. C'était pas le but, mais plus de montrer ma déco, ma vie au Japon. Donc si vous êtes curieux, je mettrai le lien pour ceux qui veulent voir. Il est possible que je refasse des vidéos de temps en temps sur cette chaîne. C'est possible. Alors c'est pas pour ceux qui écoutent sur YouTube, parce qu'il y a des gens qui écoutent le podcast sur YouTube, c'est pas la chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder. Cette chaîne, c'était vraiment une chaîne Japon que j'ai arrêtée parce que le podcast a tué la chaîne YouTube. Clairement, j'avais la chaîne commençait à prendre un peu, et puis le fait d'avoir mis le podcast, ça m'a niqué l'algorithme, a niqué le truc. Il a pas aimé qu'il y ait le podcast qui vienne. Ça m'a un peu découragé, du coup j'ai arrêté. Je pense pas que j'en referai parce que même si j'aime bien les cinématiques, peut-être que je referai une cinématique d'ici là sur la chaîne YouTube. C'est possible qu'un jour je refasse une petite cinématique sur cette chaîne. Mais je pense que si je refais des vidéos, ce sera plus sur l'autre. Et peut-être que je vais en faire, mais à un rythme très cool. C'est-à-dire que vous savez, je veux pas être en mode... là, j'ai décidé d'arrêter d'être en mode faire plein de projets et tout. Donc, poster des trucs. Là, je suis en train d'en préparer une, spoiler alerte. Mais pour un truc qui a strictement rien à voir sur le Japon. Quoique, c'est un produit qu'on ne peut acheter qu'au Japon, actuellement. Mais qui sera disponible partout. Et un peu genre en mode lifestyle, où je vais vous montrer 2-3 achats, 2-3 trucs que j'ai eu au Japon.
Donc voilà, pour ceux qui sont curieux, il y a l'adresse. C'est Kitsune Dandy, je crois le titre de la chaîne, si je dis pas de bêtises, le nom de la chaîne. Donc pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller voir, hein. La vidéo est là. Et puis commentez, vous abonnez comme d'habitude, hein. Ça fait toujours plaisir, même si là actuellement je suis pas à la recherche de faire un truc de ouf. C'est plus pour documenter pour plus tard. Puis voilà, faire de temps en temps, me faire plaisir, parce que j'aime bien faire des vidéos quand même. C'est un truc que j'aime bien faire, si c'est pas too much, voilà, si ça rentre dans mon planning. Bref, sur ce, qu'est-ce qu'on se dit comme d'habitude? Bah vous le savez, hein, vous connaissez la chanson. Ciao, bye bye, matane. 誰かの環境を恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい方